La Seconde Guerre mondiale, qui dura 6 ans, a posé les fondations d'un demi-siècle de guerre froide. C'est là son paradoxe essentiel. Le conflit qui réunit les Soviétiques, les Britanniques et les Américains dans une même grande alliance contre leurs ennemis communs, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, fut aussi celui qui, par sa dynamique propre, rendit inévitable l'affrontement entre les deux puissances victorieuses. La défaite des Axes libéra en effet une rivalité qui couvait depuis la révolution bolchevique de 1917 et que les circonstances avaient provisoirement mise en veilleuse. Comprendre comment cette guerre totale a sécrété les germes du conflit bipolaire qui lui a succédé, c'est comprendre la logique profonde de la seconde moitié du XXe siècle. La Grande Alliance ne fut jamais une alliance au sens ordinaire du terme. Elle ne résulta pas d'une longue communauté d'intérêts ni d'une confiance laborieusement construite, mais d'une nécessité immédiate et brutale. Chacun des trois partenaires avait été attaqué par un ennemi commun et avait besoin des autres pour survivre. En juin 1941, l'Allemagne lançait l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique. En décembre de la même année, le Japon frappait Pearl Harbor et l'Allemagne déclarait la guerre aux États-Unis. Ce furent des mariages de raison conclus sous la contrainte des armes, et rien d'autre. Winston Churchill incarna avec une franchise désarmante la logique de cette alliance forcée. Le jour même de l'attaque nazie sur l'Union soviétique, il confia à son secrétaire particulier. Si Hitler envahissait l'enfer, lui ferait au moins une référence favorable au diable devant la Chambre des communes. Dans son discours radiodiffusé, il prit soin de ne jamais mentionner Staline ni les soviets par leur nom, mais déclara néanmoins une alliance de fait avec Moscou, au motif que l'invasion de la Russie n'était qu'un prélude à une tentative d'invasion des îles britanniques. Churchill n'ignorait rien de ce qu'était le régime soviétique. Mais la survie de la Grande-Bretagne primait sur toute autre considération. Staline, de son côté, reçut l'aide alliée comme une bouffée d'oxygène que lui-même avait longtemps cru hors de portée. Il s'était attendu à des soulèvements contre sa dictature après l'attaque allemande, et avait supposé que la Grande-Bretagne et les États-Unis le laisseraient à son sort. Ces craintes n'étaient pas sans fondement. Son pacte avec Hitler avait contribué à déclencher la guerre. Ses forces avaient envahi la Pologne orientale, occupé les États baltes et attaqué la Finlande, et les souvenirs de la terreur soviétique des années 1930 étaient encore vifs en Europe. En 1941, les raisons ne manquaient pas, à gauche comme à droite, de considérer Hitler et Staline comme deux dictateurs interchangeables, ennemis mortels du capitalisme libéral et de la démocratie représentative. Mais les dirigeants occidentaux savaient que la seule chance de résistance à l'Allemagne reposait sur la capacité de l'armée rouge à tenir. L'aide américaine fut dès lors considérable. Entre juin 1941 et septembre 1945, marchandises et armements d'une valeur de 11 milliards de dollars atteignirent l'URSS. Des locomotives et des wagons facilitèrent le transport des troupes. Des camions Dodge devinrent l'épine dorsale de la logistique soviétique dans ces grandes batailles de chars. Des rations en conserve fabriquées en Ohio et Nebraska préservèrent des millions de soviétiques de la famine. Staline savait que ces fournitures américaines étaient si cruciales pour la capacité combative de l'armée rouge qu'il ne pouvait en aucune circonstance mettre en péril leur acheminement. C'est là l'une des raisons profondes pour lesquelles, malgré sa méfiance viscérale, il maintint l'alliance pour toute la durée du conflit. L'échec allemand à soumettre l'Union soviétique à l'automne 1941 modifia fondamentalement la donne internationale. Dans l'Europe occupée, des peuples entiers commencèrent à entrevoir que l'Allemagne pouvait après tout être vaincue. Plus décisif encore fut l'impact sur le Japon. Ne croyant plus à un effondrement soviétique rapide, Tokyo réorienta sa stratégie vers le sud et l'est, lança l'attaque surprise sur Pearl Harbor, et en l'espace de 6 mois, prit le contrôle de l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. L'Allemagne, dans la foulée des victoires de son allié, déclara la guerre aux États-Unis avec une légèreté qui confine au suicide stratégique. Par leur recherche effrénée du pouvoir, les puissances de l'Axe avaient ainsi coaligé contre elle la plus formidable alliance que le monde eût jamais vue. Les négociations politiques entre les alliés se déroulèrent lors d'une série de sommets dont les résultats devaient peser lourd sur l'après-guerre. Téhéran en novembre 1943, Yalta en février 1945, Potsdam en juillet-août 1945. À Téhéran, les rapports de force commençaient à se rééquilibrer. L'armée rouge avait brisé l'offensive allemande à Stalingrad en janvier 1943 et poussait vers l'est de l'Europe sur plusieurs fronts. Les États-Unis, dont le PIB avait presque doublé depuis 1939 et qui produisaient en une seule année 300 000 avions militaires contre 133 000 pour l'Allemagne, mobilisaient désormais pleinement leurs ressources. Staline savait que les Américains voulaient quelque chose de lui, l'entrée de l'URSS en guerre contre le Japon, afin d'épargner des centaines de milliers de vies américaines dans les opérations d'invasion des îles japonaises. Il usa de ce levier avec une habileté consommée. Roosevelt accepta de déplacer les frontières polonaises de 200 km vers l'ouest, au détriment de l'Allemagne, et d'incorporer les États baltes à l'Union soviétique, en demandant seulement que l'accord demeure secret pour ne pas compromettre ses chances de réélection en 1944. À Yalta, en février 1945,
Budapest venait de tomber aux mains de l'armée rouge et des forces soviétiques se trouvait à moins de 120 km de Berlin. Roosevelt, physiquement affaibli par la maladie dont il mourait 2 mois plus tard, obtint de Staline la confirmation de son entrée en guerre contre le Japon, ainsi que l'adhésion soviétique à l'Organisation des Nations Unies qu'il avait en projet. Churchill, de son côté, fit reconnaître une zone d'occupation française en Allemagne d'après-guerre. Sur la question polonaise, les Alliés s'accordèrent pour reconnaître le gouvernement communiste déjà en place à Varsovie plutôt que le gouvernement en exil à Londres, entérinant ainsi la réalité des faits accomplis sur le terrain. En contrepartie, Staline signa une déclaration sur l'Europe libérée promettant le droit des peuples à choisir leur forme de gouvernement et à tenir des élections libres. Roosevelt et Churchill avaient besoin de cette concession pour leurs opinions publiques respectives. Ils savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient pas modifier les faits sur le terrain en Europe de l'Est. Mais la déclaration n'avait aucune chance d'être appliquée. Staline ne pouvait pas même concevoir d'organiser des élections libres en Pologne. En 1940, sa police secrète avait exécuté 22 000 officiers polonais, policiers, propriétaires terriens et intellectuels, dont les cadavres gisaient dans des fosses communes comme celle de Katyn. Des élections polonaises lui auraient infailliblement été défavorables. Plus fondamentalement, le Staline qui apposait sa signature sur des déclarations démocratiques était le même homme qui avait lancé une nouvelle constitution soviétique en 1936, l'année même où son régime avait fait exécuter au moins 300 000 de ses propres citoyens. Ce n'était pas tant qu'on ne pouvait pas faire confiance à Staline personnellement, c'est que le régime soviétique était structurellement incapable d'introduire des élections démocratiques en Europe de l'Est, quand bien même il l'eût voulu. La guerre avait profondément transformé Staline lui-même, ou du moins l'image qu'il projetait et que les soviétiques lui renvoyaient. Dans les années 1930, lui et ses sbires avaient été perçus comme des étrangers qui s'étaient emparés du pays et avaient imposé leur autorité aux Russes, un régime géorgien gouvernant une nation slave. La férocité de l'attaque allemande, la politique d'extermination d'Hitler dans les territoires occupés, et la capacité du régime soviétique à repousser l'envahisseur avaient radicalement changé la donne. En 1945, la dictature de Staline pouvait être perçue comme représentant la nation russe simplement parce qu'elle avait combattu, et en fin de compte, vaincu l'invasion allemande. Même l'Église orthodoxe russe, dont les bolcheviks avaient en 1917 préconisé la destruction physique, bénissait le régime en 1945 et proclamait que le peuple russe avait accepté cette guerre comme une guerre sainte, une guerre pour sa foi et pour sa patrie. Ce renversement symbolique était d'une portée considérable. Il conférait à Staline une légitimité nationale que ses purges des années 1930 n'avaient jamais pu lui procurer. Cette légitimité nouvelle se réfractait bien au-delà des frontières soviétiques. Dans une grande partie de l'Europe, l'armée rouge était célébrée comme la vraie libératrice du continent. En Norvège du Nord, en Tchécoslovaquie, les populations avaient accueilli les soldats soviétiques avec une ferveur sincère. En France, des milliers de gens qui avaient condamné le communisme dans les années 1930 le voyaient désormais sous un jour favorable, en raison de l'ampleur des sacrifices soviétiques contre Hitler. Le soutien au Parti communiste en Europe occidentale n'avait jamais été aussi fort. La plupart des nouveaux communistes étaient de jeunes gens qui avaient grandi pendant la guerre et qui voyaient dans le communisme non pas un instrument de domination moscovite mais un vecteur de réformes sociales urgentes. Plein emploi, services publics, émancipation des femmes qui avaient rejoint le monde du travail et ne voulaient plus se voir renvoyées à la domesticité patriarcale. Au-delà de l'Europe, la guerre avait également sonné le glas du colonialisme européen. Si la Première Guerre mondiale avait annoncé la fin de la domination mondiale de l'Europe, la Seconde en avait fait une nécessité. Les jeunes Européens qui avaient survécu au conflit se préoccupaient bien davantage du bien-être dans leur propre pays que du sort de leurs colonies lointaines. En 1942, acculée par la guerre contre l'Allemagne et les attaques japonaises en Asie, la Grande-Bretagne avait offert à l'Inde l'autonomie à la fin des hostilités. Gandhi, qui ne voulait rien entendre de moins qu'une indépendance immédiate, lança le mouvement Quitter India, visant à exploiter la faiblesse britannique pour chasser les colonisateurs du sous-continent. En Indonésie, le leader anticolonialiste Sukarno avait travaillé avec les occupants japonais pour arracher l'indépendance des Pays-Bas. Au Vietnam, Ho Chi Minh proclama un État indépendant. Ces bouleversements n'étaient pas des épiphénomènes. Ils redessinaient la carte du monde avec une ampleur que les vainqueurs de la guerre avaient largement sous-estimée. La mort de Roosevelt, le 12 avril 1945, modifie brutalement les données diplomatiques. Son successeur, Harry Truman, n'avait aucune expérience des affaires étrangères. FDR ne l'avait jamais associé à ses décisions de politique extérieure. Homme direct et peu enclin aux nuances, Truman percevait le communisme comme un défi fondamental à l'ordre mondial que les États-Unis entendaient diriger. Là où Roosevelt avait cru pouvoir gérer ses relations avec Staline par le charme personnel et la flexibilité stratégique, Truman voulait traiter avec Moscou uniquement si celui-ci se comportait selon les règles américaines du jeu international. Sa première rencontre avec le ministre soviétique des Affaires étrangères Molotov, 12 jours après sa prise de fonction,
fut d'une froideur saisissante. Truman confiera à un ami après l'entretien. Il lui avait dit les choses telles qu'elles étaient, il lui avait envoyé son crochet gauche puis son direct du droit. Potsdam, en juillet-août 1945, fut la conférence des occasions manquées. Le regard de tous les participants s'était déplacé vers l'Asie, où la guerre contre le Japon n'était pas encore terminée. Les accords sur l'Allemagne, démilitarisation, dénazification, répartition des zones d'occupation, déplacement de la frontière polonaise vers l'ouest, furent conclus sans trop de difficultés, les grandes lignes ayant déjà été tracées à Téhéran et à Yalta. Mais la question polonaise, et plus généralement, le sort de l'Europe de l'Est, empoisonnait l'atmosphère. Churchill, remplacé en cours de conférence par Clément Attlee après la défaite électorale des conservateurs britanniques, USA pour la première fois dans un message personnel à Truman d'un terme appelé à faire fortune, rideau de fer. Il écrivait « Un rideau de fer s'était abattu sur le front soviétique. Les régions à l'est de la ligne Lübeck-Trieste-Corfou allaient bientôt se retrouver entièrement dans leurs mains. » Staline, de son côté, détenait 2 atouts maîtres. Ses troupes occupaient la moitié de l'Europe, et la guerre en Asie de l'Est n'était pas terminée, ce qui donnait à l'URSS un levier considérable sur Washington. La révélation par Truman de l'existence de la bombe atomique ne parut pas l'impressionner outre mesure. Ses espions suivaient le programme américain depuis 1942, et il ordonna simplement d'accélérer le programme nucléaire soviétique. À Potsdam, Staline débordait de confiance. Il venait de survivre à la plus grande guerre de l'histoire humaine et d'en sortir victorieux. Truman nota dans son journal qu'il pensait pouvoir traiter avec cet homme. Il était honnête, mais diablement habile. La question polonaise demeurait le nœud gordien. Staline avait délibérément laissé l'armée rouge stopper son offensive en dehors de Varsovie à l'été 1944, pendant que les nazis anéantissaient l'armée de l'intérieur polonaise qui s'était soulevée contre l'occupant. Son raisonnement était d'une logique glaçante. Moins il resterait d'officiers polonais en vie, plus facile serait le contrôle soviétique du pays. Quand l'armée rouge prit finalement Varsovie, 250 000 de Polonais avaient déjà été tués par la Wehrmacht et les SS, et la ville avait été rasée. La police secrète soviétique enleva alors les leaders survivants de la résistance et les expédia à Moscou pour un procès-spectacle stalinien typique. Staline avait donné ordre aux juges soviétiques de prononcer des peines légères, en guise de faveur à ses alliés des grandes puissances. La quasi-totalité moururent néanmoins en captivité. En Europe orientale, le modèle bulgare illustrait la mécanique soviétique à l'œuvre. Dès le début de 1945, des centaines de personnalités hostiles au Front patriotique communiste, qui gouvernaient le pays depuis l'invasion de l'armée rouge, furent exécutées, et plus de 10 000 personnes condamnées à la prison. Ces procédures n'avaient rien à voir avec les épurations de collaborateurs telles qu'elles se déroulaient en Europe occidentale. En Bulgarie, les soviétiques et les communistes locaux avaient établi un système dans lequel toute opposition au contrôle communiste du gouvernement était par définition qualifiée de fasciste et donc passible d'emprisonnement ou pire. À l'intérieur même de l'URSS, plus d'1 million de Baltes et de Caucasiens, la totalité de la population tchétchène incluse, étaient déportés en Sibérie et en Extrême-Orient russe, à mesure que la guerre touchait à sa fin. Le régime ne voulait prendre aucun risque avec des groupes de population jugés peu fiables dans les régions frontalières. En face, la vision américaine de l'Europe d'après-guerre était pratiquement à l'opposé de celle de Moscou. Les Américains redoutaient les effets d'un effondrement économique durable sur le continent, susceptible de provoquer des révolutions que l'histoire des années 1930 rendait plausibles. Des sondages réalisés à l'automne 1945 montraient que la majorité des Américains voulaient que leur pays agisse pour soulager la misère qui avait engendré les idéologies totalitaires. Mais ces mêmes sondages révélaient une tendance contraire. Les Américains estimaient massivement avoir assez sacrifié en sang et en efforts directs, et voulaient que leur gouvernement se concentre sur l'amélioration des conditions de vie à l'intérieur du pays. Ils voulaient avant tout que leurs soldats rentrent au plus vite. L'administration Truman devait naviguer entre ces deux exigences contradictoires. S'engager dans le monde sans aliéner une opinion publique tentée par l'isolationnisme. La transformation économique opérée par la guerre était vertigineuse. Tandis que l'économie américaine avait presque doublé de taille pendant le conflit, pratiquement tout le reste du monde gisait dans les ruines. Au Japon, un quart de tous les bâtiments avaient été détruits, plus de la moitié à Tokyo. La production industrielle japonaise se situait en dessous d'un tiers de son niveau d'avant-guerre. En Chine, la production industrielle avait reculé de plus de 60% par rapport à 1937. Aux Philippines, la production économique totale se limitait à peine à 20% de ce qu'elle avait été en 1941. L'économie américaine, en revanche, comptait pour plus de la moitié de la capacité manufacturière mondiale et détenait les 2 tiers des réserves financières disponibles, ce qui faisait du dollar la seule monnaie stable de la planète et le véhicule de l'ensemble du commerce international. En 1945, la marine américaine était plus grande que toutes les autres marines du monde réunies.
C'est dans ce contexte que Roosevelt avait esquissé les contours d'un ordre d'après-guerre fondé sur la perpétuation de l'alliance de guerre, élargie à une organisation mondiale à laquelle tous les pays pourraient appartenir. L'Organisation des Nations Unies, fondée en 1945, était le fruit d'un compromis entre deux visions, l'une idéaliste, visant à créer un forum véritablement mondial pouvant promouvoir la réforme progressive tout en maintenant la paix, l'autre réaliste, cherchant à mettre en place un mécanisme par lequel les grandes puissances alliées pourraient coopérer, et si nécessaire, imposer leurs décisions aux autres. Cette tension se reflétait dans la structure de l'institution, l'Assemblée générale, qui comptait 51 membres à l'origine, pour le volet universel, le Conseil de sécurité, avec ses 5 membres permanents disposant chacun d'un droit de veto, pour le volet concert des grandes puissances. Le système de Bretton Woods, conclu en juillet 1944, parachevait l'architecture économique américaine. Les accords qui donnèrent naissance au Fonds monétaire international et à ce qui allait devenir la Banque mondiale fixaient également toutes les principales monnaies d'échange au dollar américain à des parités définies. Les États-Unis obtenaient ainsi une opportunité massive pour le commerce international et une capacité d'influence considérable sur les économies des autres pays. Mais il ne faut pas oublier que, comme les lignes de partage politique en Europe et en Asie, ces accords étaient en dernière analyse le produit de ce que la guerre avait déjà créé. La question de savoir si une forme de conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique était inévitable après la guerre se pose avec une insistance particulière. Westad y répond avec une nuance caractéristique. Une forme de conflit était effectivement proche de l'inévitable. Les dirigeants des deux pays s'étaient mutuellement considérés comme des adversaires depuis la révolution bolchevique de 1917, dans certains cas même avant. La politique de Staline consistant à prioriser le contrôle de l'Europe de l'Est au détriment de bonnes relations avec ses alliés avait contribué de façon déterminante à affaiblir la Grande Alliance à mesure que la guerre approchait de sa fin. Ses atrocités en Pologne et son mégalomanie croissante y avaient également pris leur part. L'idéologie soviétique, qui considérait un conflit futur avec le monde capitaliste comme inévitable et prédisait d'intenses bouleversements révolutionnaires dans l'ère d'après-guerre, dressait des obstacles structurels à toute réconciliation durable. Du côté américain, en revanche, la question reste ouverte. Truman n'avait ni l'agilité politique ni le charme personnel de Roosevelt, et ses principaux conseillers, qui préconisaient depuis longtemps une ligne dure contre les soviétiques, l'orientèrent vers des décisions qui pointaient vers la politique d'endiguement plutôt que vers l'intégration de l'Union soviétique dans le système international. Ce fut précisément l'endiguement qui transforma un conflit d'après-guerre en guerre froide. Les États-Unis, en tant que puissance la plus forte, auraient dû davantage œuvrer à maintenir ouverts les canaux de communication, de commerce et d'échanges culturels et scientifiques avec Moscou. Staline aurait probablement choisi l'isolement de toute façon. Mais l'intensité du conflit, y compris la paranoïa qu'il engendra des deux côtés, aurait pu être significativement réduite si la puissance dominante avait multiplié les tentatives d'attirer Moscou vers des formes de coopération. Il convient toutefois de garder à l'esprit que de tels jugements ne peuvent être portés qu'avec le recul. En 1945, la peur soviétique n'était pas irrationnelle en Europe. L'armée rouge disposait de forces considérables sur ce continent. En termes d'effectifs comme de capacités combatives éprouvées, elle surpassait toute autre armée. Le comportement soviétique en Europe de l'Est répandait une inquiétude croissante. Certains soutiennent que Staline, dans sa politique étrangère, était en définitive limité et traditionnel dans ses objectifs. Peut-être. Mais en 1945, il avait étendu son comportement au cœur de l'Europe, en Chine et en Iran. Ces actions précipitèrent des changements dans les politiques américaines et effrayèrent tous ceux qui en eurent vent de loin. À elles seules, elles n'auraient peut-être pas suffi à provoquer une guerre froide. Mais elles rendirent certainement l'endiguement d'après-guerre contre l'Union soviétique beaucoup plus probable. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.